Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Vilquet pour discuter de son livre Pas de thérapie sans âme, avec comme sous-titre qui nous intéressera particulièrement le dualisme comme impasse. Mais Pierre, bonjour. Bonjour. Et tout de suite, on va commencer par une boutade, mais une boutade riche. Ah bon? Nous avons une âme? De quoi parle-t-on? Ah, la question mérite une réponse un peu ample. On parle de quelque chose de évidemment non immédiat. C'est-à-dire que ce qu'on constate dans la réflexion en situation thérapeutique, par exemple, ou dans des pratiques comme la méditation, c'est que il y a une sorte de nécessité interne à s'autoriser à descendre dans ce qu'on pourrait appeler le fort intérieur. Le fort intérieur, c'est un concept de l'Antiquité qui désigne un espace particulier qui aurait pour faculté étrange de comprendre les choses de manière différente que ne le fait la cognition ou le conscient, ce qu'on pourrait appeler le conscient égotique, la conscience égotique. Donc, la réponse, est-ce que nous avons une âme? Elle est évidemment oui. Simplement, comme ce n'est pas une fonction immédiate et immédiatement perceptible, elle nécessite un chemin vers elle. Et c'est ça qui est un petit peu inhabituel dans le contexte d'une théorisation psychologique, c'est que contrairement par exemple à la pensée ou au sens, voire même aux fameuses autres fonctions de Jung, décrites par Jung, l'âme nécessite un cheminement. Elle nécessite certain rapport au silence et pour être atteinte, pour être rejointe. Elle nécessite un travail d'écoute. Elle nécessite donc, d'une certaine façon, un effacement des facultés les plus habituellement et les plus usuellement utilisées, notamment la perception et la pensée. Donc, c'est un objet psychique discret. C'est quelque chose qui n'est pas tonitruant et qui nécessite de la part du sujet ce qu'on pourrait appeler le recueillement, une certaine forme de recueillement. Et il n'est pas étonnant dans un tel contexte que la plupart des traditions spirituelles et ou religieuses font appel à l'âme. Parce que précisément, ce qu'elles proposent, ces traditions, c'est un certain rapport au silence, c'est un certain rapport au recueillement, c'est un certain rapport au retrait du sujet par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'agitation extérieure. Donc l'âme, encore une fois, n'étant pas tonitruante, n'étant pas vociférante, est un organe, on pourrait dire un organe psychique, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour qu'il ne reste pas une abstraction théologique ou une abstraction théorique, mais qu'au contraire, on puisse commencer, enfin, ou encore et encore recommencer à la considérer comme étant une chose qui existe et qui est à l'œuvre finalement en permanence. Un très bon exemple d'une des expressions de l'âme, c'est la vie onirique, où le sujet n'est pas actif, le conscient du sujet n'est pas actif, et pourtant, quelque chose se passe en lui qu'il recueille le matin, si tant est qu'il peut se souvenir de ses rêves, ce qui finalement n'est pas si fréquent que ça. Donc voilà, en gros, ce serait d'imaginer que la fonction qui est active
dans le monde onirique, on puisse aussi la contacter au niveau de la conscience, dans le monde diurne, et qu'on fasse ainsi un pont, la fameuse dialectique du moi et de l'inconscient, qui est un des titres d'un des plus remarquables, à mon avis, bouquins de Jung, où effectivement, on va créer une dialectique entre les fonctions les plus habituelles, les plus quotidiennes, celles qu'on utilise maintenant quand on parle, vous et moi, et cette âme qui, je le répète, est une entité discrète. Voilà. Merci pour cette réponse ample et profonde, tout à fait à l'image de votre livre. Hein. D'accord. C'est-à-dire que votre livre, c'est un ouvrage riche, c'est Oui. un ouvrage de haute volée philosophique. Enfin, il y a vraiment une réflexion profonde dans laquelle vous convoquez Nietzsche, Foucault, Heidegger, Héraclite pour commencer. D'ailleurs, avec ce fragment, tu ne trouveras pas les limites de l'âme, même en parcourant toutes les routes, tant un discours profond, tant elle tient un discours profond. Fragment que vous citez en plusieurs endroits, qui a l'air de jalonner votre. Voilà. C'est un ouvrage, donc je disais, de haute volée philosophique qui donne vraiment à réfléchir. Il y a pas de cas clinique. On parle de thérapie, mais pas d'exposé de cas cliniques. Vous ne donnez pas des cas à suivre. Il y a quelques références à vos patients, mais peu. Oui. Euh, pour qui vous l'avez écrit, ce livre? Écoutez, j'écris pour des gens que j'aime. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que il y a toujours eu, dans la rédaction d'un livre, un interlocuteur. C'est un concept d'ailleurs très intéressant, la notion d'interlocution, parce que on peut déjà considérer que l'âme, c'est un interlocuteur. Alors, c'est pirouette mise à part. Pour qui est-ce que j'écris ce livre? Bien sûr pour les gens que j'aime, et Dieu sait si les aimants, je les aime, et évidemment aussi pour pas mal de mes patients, qui sont en général, après quelques mois ou quelques années, très passionnés par le travail qui est proposé, le travail analytique les passionne, devient même souvent central dans leur existence. Et il m'a semblé qu'il était important d'éclairer ce que eux vivent dans ce travail analytique par un étayage un peu théorique, en leur montrant d'une manière ou d'une autre que je ne suis pas le seul à penser et à éprouver les choses comme je le fais, comme je l'écris. Au-delà de ça, je l'ai écrit aussi pour, alors ça c'est un peu plus prétentieux, pour le monde psy, au sens large. Et notamment pour les thérapeutes qui se forment, souvent en toute bonne foi, dans une perspective qui risque d'être parfois un tout petit peu de surface. C'est-à-dire où ce qui va être visé, et c'est tout à fait légitime, c'est le bien-être du sujet. Quand on approche l'âme, c'est pas qu'il faut oublier le bien-être du sujet, c'est que là n'est pas la question. Son intérêt n'est pas le bien-être. Son intérêt à l'âme, c'est le sens. C'est prodiguer un sens à la vie. C'est prodiguer un sens à notre incarnation, à notre être là, mais fondé sur quelque chose qui est de l'ordre de la profondeur, de l'intériorité, et non pas uniquement de l'agir et du comportement. Donc, je l'écris aussi pour mes collègues psy, et finalement pour toute personne qui s'intéresse un peu à la psyché, en d'autres termes, les humains. Merci pour cette réponse. Moi, je recommande ce livre sans réserve mes étudiants, les analysants que j'accompagne aussi, toutes les personnes qui se passionnent. Et je pourrais même dire des artistes, des philosophes qui peuvent s'intéresser à la question de l'âme, de ce qui nous anime. Oui, Euh, dans notre discussion préparatoire de cette rencontre, on était arrivé au fait que ce travail analytique, ce travail sur soi fait toucher empiriquement
sensiblement la différence entre le moi, l'ego et l'âme, et Oui, qu'il se révèle que ça marche, que c'est efficace, que ça transforme des choses, que ça éclaire la vie, que ça cette effectivité. Et un des points que je voudrais souligner tout de suite, on y reviendra euh, par rapport à votre livre, j'ai parlé de haute volée philosophique, il y a vraiment de la matière euh, réfléchie, mais il y a le corps, il y a le corps, il y a le ressenti. Vous m'avez vraiment appris quelque chose d'ailleurs sur un contresens quand on traduit de l'allemand la notion de la fonction sentiment, je crois Gefühl, qui veut tout à dire fait, plus ressenti en réalité, et vous insistez beaucoup sur le fait que ce sens que l'âme cherche, amène, il est dans le ressenti, il est dans le corps, hein. Il n'y a pas de corps sans âme, si je comprends bien. Et il n'y a pas d'âme sans corps. tout à fait, tout à fait. Donc, effectivement, moi, très tôt, mon parcours, j'ai été interpellé par la question du corps, très très tôt, pour des raisons biographiques qui n'est pas tout à fait intéressant de développer ici, mais au cours de mes études et à l'université et à l'Institut Jung, j'étais quand même un petit peu surpris de constater que systématiquement, on n'incluait pas l'étant, le fait d'être incarné, comme étant primordial pour comprendre ce que c'est que la vie psychique et finalement ce que c'est que l'être humain. C'était dans l'anthropologie psychologique habituelle, il me semblait qu'il y avait un manque conceptuel, un manque d'intérêt pour quelque chose finalement d'aussi fondamental et d'aussi nodal qu'est le corps et l'incarnation, qui est quand même, il ne faut pas l'oublier, au cœur de notre mythe fondateur, c'est-à-dire le mythe chrétien. L'incarnation, elle est centrale dans notre perception, dans notre mythe collectif et dans notre perception de ce que c'est ultimement un sujet humain. Donc effectivement, quand j'ai pu constater par-ci par-là dans mes lectures que de nombreux auteurs insistaient sur le fait que on ne peut pas concevoir le corps sans âme, ni l'âme sans corps, et que peut-être bien l'un et l'autre sont dans un état d'immixtion, hein, de rencontre permanente, et que c'est par cette rencontre que peut se manifester de façon la plus probante le phénomène euh, de l'âme. Euh, je me suis dit, bon, ben là, il y a vraiment quelque chose à développer. Alors, effectivement, ça c'est très important. Je rappelle les quatre fonctions de Jung parce que tout le monde ne les connaît pas. Donc, il les oppose deux à deux. Il oppose la fonction pensée, qui est finalement qui caractérise notre Occident. Donc, il oppose la pensée à la fameuse fonction sentiment. On y reviendra dans 2 secondes. Il oppose l'intuition à ce qu'il appelle la sensation ou la fonction du réel, c'est-à-dire la fonction qui nous permet d'entrer par les sens en contact avec ce qui est, les objets, etc. Mais le mot sentiment prête à confusion, en tout cas pour nous francophones. Parce que le terme utilisé par Jung, dans cette fameuse catégorisation, c'est Gefühl. Gefühl veut dire, en tout état de cause, ressentir ou le ressenti et non pas le sentiment. Et on n'est pas dans la dimension sentimentaliste des choses. On est beaucoup plus dans quelque chose qui appartient à notre aptitude étrange, hein, et qui est évidemment déjà présente chez les tout petits, de ressentir une ambiance, de ressentir quelqu'un, de ressentir ce qui émane d'une situation, d'une pièce,
où se trouvent plusieurs personnes, d'une interaction. Voilà. Donc, la fonction Gefühl ou la fonction ressentir me semble plus riche, en tout cas pour nous francophones, en termes de dénomination que la fonction sentiment. Voilà. Alors, on pourrait dire par ailleurs que si l'âme possédait ou posséderait une forme d'outil, ce serait beaucoup plus justement le ressenti que la pensée. Elle n'exclut pas la pensée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle n'exclut rien. Mais son mode opératoire, il est large dans la mesure où il tient compte et de la pensée, et du ressenti, et des intuitions, et aussi de la concrétude des choses perçues corporellement, donc la fonction sensation, pour en faire une sorte de, par imbibition, par imprégnation, pour proposer justement du sens. Vous voyez? Donc on est vraiment dans l'idée du sens, beaucoup plus que de la dimension d'analyse des choses. Mais l'analyse n'est pas exclue. Elle est simplement passée au tamis de quelque chose qui est incarné et perçu par l'être dans ce qu'il est de corporel. Et ça, je crois qu'il faut vraiment y insister parce que c'est fondamental. Merci, ça nous amène vraiment déjà comme au cœur de votre sujet. Je crois que c'est important, intéressant de mentionner qu'en fait, votre intérêt pour le corps s'inscrit dans une dynamique plus large dans la psychologie des profondeurs, où il y a- la psychologie des profondeurs jungiennes, depuis une vingtaine, trentaine d'années, s'intéresse beaucoup au corps. Je pense à Marion Woodman, par exemple, qui réclamait vraiment du travail du corps, ou d'autres analystes. Il y a vraiment justement une recherche d'incarnation. Mais vous avez évoqué votre parcours et moi, je ne vous connaissais pas avant de lire ce livre. Je l'ai découvert, il m'a passionné. J'ai découvert que vous aviez publié un certain nombre d'autres livres, dont un livre sur le rêve, sa créativité, ses bizarreries. Je crois que c'est votre thèse universitaire. Euh, des livres comme La divinisation du moi, L'ego face au divin. J'ai cru comprendre qu'il y avait une continuité entre l'ego face au divin et pas de thérapie sans âme. Non? La vraie continuité, c'est entre l'avant-dernier et le dernier livre. Ah, La divinisation du moi s'intéresse à l'ego, mhm, c'est-à-dire j'ai sous-titré le moi indispensable et délirant. d'accord. C'est-à-dire que très souvent, il y a cette espèce de croyance ou de mouvance qui est issue d'un bouddhisme mal compris, où il est dit à qui veut l'entendre, il faut tuer l'ego, il faut tuer l'ego, il faut supprimer l'ego, etc. Ok, très bien. Sauf que si vous tuez l'ego, eh bien, vous n'êtes plus là, vous n'existez plus. Donc, on ne va pas le tuer. Euh, En revanche, ce qui est peut-être intéressant, c'est de le mettre à sa place, c'est de le situer, c'est de lui faire comprendre que son côté justement tonitruant, parce que s'il y a bien une instance psychique qui est tonitruante, c'est l'ego. Elle est vindicatrice, elle est maligne, elle est omniprésente, elle est puissante comme c'est pas possible. Dire ce qui se passe aux États-Unis pour le moment nous le montre de façon presque caricaturale et presque amusante. Hein. Donc, l'ego, il m'a semblé très utile de vraiment lui donner sa place, de le théoriser, et cette fois-ci, évidemment, de façon euh, argumentée, hein, Mhm. en essayant de montrer à la fois son incroyable utilité et sa folie. Pas de thérapie sans âme, c'est comme la suite de ce livre-là. D'accord, C'est d'accord. un contrepoint. Voilà. C'est son complément, d'accord. Et absolument. C'est un Alors, complément indispensable.
pour vous présenter, justement, puis ça nous ramènera au corps, ça nous ramènera aussi au bouddhisme. Ce que j'ai relevé comme élément, vous êtes docteur en psychologie, vous êtes analyste jungien, vous avez étudié à Zurich, donc vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Vous avez, à 19 ans, rencontré un analyste qui était lui-même un élève direct de Jung, Ignace Tauber. Vous avez, dans les mêmes temps, si j'ai bien compris, vous avez rencontré Carl Fried Graf Durkheim. Donc justement le bouddhisme zen, la méditation. Et puis le dernier élément que j'ai retenu qui complète tout ça, c'est que vous êtes un enseignant en kinomichi, c'est-à-dire la voie de l'énergie, un des surgeons de l'aïkido. Oui. Euh, alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre parcours? Qu'est-ce que vous avez envie de nous en dire? Qu'est-ce qui vous amène comme ça aussi directement à la question de l'âme au travers de tout ça? Alors, j'étais quand même assez jeune, hein. C'est-à-dire que c'est pas si direct que ça. Bon, le fait est que j'avais fait comme première étude dite supérieure l'INSAS, c'est-à-dire l'Institut national supérieur des arts du spectacle à Bruxelles, pour devenir comédien. J'avais eu des expériences théâtrales qui étaient adolescent et même enfant. J'avais eu des expériences théâtrales qui étaient très fortes. Et je me suis dit, c'est ton monde, c'est ton métier, tu vas te réaliser là. Et j'ai fait cette étude, je me suis assez vite rendu compte que ça ne me convenait pas, ça ne me correspondait finalement pas. Et je m'en suis rendu compte le jour où j'ai rencontré effectivement cet analyste, Ignace Tauber, qui était un homme merveilleux, euh, quelqu'un qui venait d'un autre temps. Il aurait pu naître au XVe siècle, il aurait pu naître au XIIe siècle. C'était une sorte de mystique. C'était un homme extrêmement chaleureux, extrêmement cultivé, d'une grande tolérance, d'une grande lucidité. Et j'ai commencé un travail analytique avec lui. Concomitamment, parce que tout ça s'est passé au cours d'une semaine, j'avais 19 ans et mon père m'avait conseillé d'aller dans un centre qui proposait 3 orientations: la méditation, la psychothérapie et le travail sur le corps. Et c'est là où j'ai rencontré ces 3 maîtres, parce que c'est vraiment des maîtres. Donc Ignace Tauber, Durkheim, Graf Durkheim, et Masamichi Noro, qui était un maître d'aïkido, lui formé par Ueshiba, c'était le créateur de l'aïkido. Et ces 3 êtres ont complètement ouvert mon esprit, mon corps, mon âme, mon cœur, parce que je les ai profondément aimés, ces hommes. Et le fait est que aussi bien Tauber que Durkheim que Noro, qui est mort beaucoup plus tard, j'ai pu les accompagner jusqu'à leur mort. C'est-à-dire que ce sont des rencontres qui ont continué pendant des années. Avec Maître Noro, c'était plus de 30 ans. Avec Durkheim et Tauber, c'était plus court parce qu'ils sont morts ben, quand j'avais une trentaine d'années, 32 ans. Donc, j'ai vraiment reçu des enseignements de ces hommes qui étaient d'une beauté et en même temps d'une complexité, d'une probité exemplaire. Et je dois dire que là, j'ai eu une chance folle, parce qu'en fait, je ne m'y attendais absolument pas. Je me suis rendu dans ce centre avec l'idée, il faut que tu médites. Pourquoi? J'étais ce qu'on appelle un enfant hyperactif, c'est-à-dire, on dirait aujourd'hui TDAH ou hyperkinétique. Et je ne pouvais pas rester sur place, ce n'était pas possible. Donc j'ai fait tous les sports imaginables, euh, toutes, les, toutes les expériences corporelles possibles et imaginables, jusqu'au jour où il y a eu cette espèce d'intuition, il faut que tu calmes un peu tout ça, tu dois calmer tout ça. Et je suis arrivé dans ce centre où on nous a posé le derrière sur un zafou, un coussin de méditation, et où j'ai cru que je devenais fou.
c'est-à-dire qu'une demi-heure, 35 minutes sans bouger un poil du corps était le plus grand défi qu'il était possible de me proposer alors que j'étais en mouvement constant. Et là a commencé un long chemin avec le zazen, le zen. Euh, j'ai pas mal travaillé avec les Japonais, ce qu'on appelle des roshi, des maîtres zen, euh, qui, qui sont évidemment des gens, enfin ceux que j'ai rencontrés, qui sont des gens très particuliers, d'une profondeur, d'une pureté, d'une simplicité absolument étonnante, et qui émanaient quelque chose de l'ordre de l'âme. Vous voyez. Et donc, toute cette introduction, enfin, cette introduction, parce que c'en était une, m'a permis petit à petit de me dire, mais en fait, ton métier, ça peut pas être comédien. Tu dois aider, tu dois être en relation avec d'autres hommes et d'autres femmes. Et quand j'entendais Tauber parler, je me suis dit, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me fascine, c'est ça qui me nourrit le plus. Et donc, je me suis lancé dans la psychologie, etc. Mais c'était, évidemment, je parle des études, bien plus tard que cette initiation, que ces introductions. Alors, c'est la première fois que j'envisage que on pourrait aider des TDAH en les mettant sur un coussin de méditation, une alternative au Ritalin. Ça peut déclencher quelque chose, un mouvement très profond, visiblement. J'entends que vous avez une chance, mais ça, la chance, hein, du point de vue jungien, bon, vous avez, incroyable, savoir que vous avez rencontré, vous avez bu à la source, Tauber était en contact direct avec Jung, Noro était en contact direct avec Sheba, vous étiez un contact de réseau social de ces sources. C'est, Oui. Alors, ouais, qui est intéressant quand même, c'est cette notion de transmission. oui, Et j'aimerais y revenir par rapport au travail analytique, justement. mhm, C'est bien mon père qui m'a conseillé d'aller là-bas. mhm, Et ça, c'est une des vertus de la fonction paternelle. C'est de mettre le sujet en contact avec quelque chose de l'esprit, mhm, de mhm, l'âme, mais quelque chose qui n'est pas identifiable matériellement. Et ça, il a eu cette intuition, il a eu cette clairvoyance de me dire, je pense que mon fils sera intéressé par ça. Il aurait pu le garder pour lui. Il aurait pu se dire, oui, bon, tout ça c'est bien gentil, mais pourquoi le retransmettre? Je peux le garder pour moi. C'est pas ce qu'il a fait. Et on touche là à quelque chose qui, évidemment, chez mes patients, je montre l'endroit où se trouve le cabinet, chez mes patients, fait souvent cruellement défaut, mhm. c'est-à-dire la transmission de quelque chose de l'esprit, c'est-à-dire de spirituel, du père à son enfant, fille ou garçon. J'ai eu cette chance infime, énorme, de recevoir ça de mon propre père. Et c'est intéressant que vous pointiez le cabinet, parce que c'est aussi quelque chose qui se passe justement dans l'accompagnement analytique. Et c'est quelque chose qui, vous mentionniez tout à l'heure, ces étudiants en psychologie qui courent le risque de rester à la surface. En fait, est-ce que cet art de travail avec l'âme peut vraiment s'apprendre dans une école, à l'université, ou est-ce qu'il passe par une transmission, justement? Enfin, il me semble que la question de la transmission est directement liée à votre propos, à travers ce que vous dites. Alors, on va dire comme ça. Certains rudiments peuvent se transmettre par un enseignement universitaire, académique. Et moi, j'étais très content à l'Institut Jung, donc à Zurich, d'être en contact avec des gens qui étaient évidemment bien plus expérimentés que moi et qui parlaient de certaines techniques d'interprétation des rêves, du travail sur les contes, etc., etc. Très bien, parfait. Mais là où j'ai appris et où j'ai vraiment
souffert la transformation, c'est dans mon propre parcours analytique et peut-être plus encore avec les patients. Mm. Mm. Peut-être plus encore avec les patients. C'est-à-dire, quand on se jette les premières fois en tant qu'analyste face à un travail qu'on sait ne pas du tout maîtriser, si jamais personne ne l'a maîtrisé d'ailleurs, mais on se lance dans cet inconnu angoissant, littéralement angoissant, en sachant très bien que les outils qu'on a acquis, ils sont petits. Ils sont petits. Il y en a, mais ils sont petits. Et qui vont croître à force d'être dans ce bain relationnel, dans ce fameux bain alchimique, on pourrait dire, hein, où les choses macèrent, se transforment, fusent, naissent, meurent, et ainsi de suite. Alors ça, oui, bien sûr que euh, la transmission du travail analytique, elle ne peut pas se concevoir sans un travail analytique, sans la confrontation avec un analyse. C'est pas possible, ça n'a aucun sens. Et là, je rejoins notamment Lacan, hein, qui disait très clairement, vous savez, une école de psychanalyse, c'est bien gentil, mais ultimement, c'est le sujet lui-même qui va sentir, ressentir de nouveau le moment où le fruit est mûr et il peut se dire, c'est bon, je me lance. C'est pas un métier, hein. Je rassure tout de suite ceux qui sont intéressés par ce genre de formation, c'est pas un métier. C'est un apostolat, c'est une ascèse, c'est tout ce que vous voulez, c'est une vocation, mais c'est pas un métier. C'est une manière de vivre, c'est une façon d'être. Une façon d'être en relation avec l'âme. Je crois qu'on va encore tourner autour de ça. Bon, Jung aussi voulait pas créer d'école, hein. Il a créé une école qui a son corps défendant et parce qu'il savait que de toute façon, quand il disparaîtrait, ils en créeraient une. Je Il ne a veux préféré essayer de garder le contrôle de ce qui se passerait. Et vous nommez, vous mentionnez que personne ne peut maîtriser ce processus, que quand on se jette à l'eau en tant qu'analyste, première patientèle, voilà, on est obligé de suivre finalement le mouvement de l'âme. C'est finalement, même dans cette confrontation avec l'analyse dont vous parlez, où il s'opère la transmission, mais c'est la confrontation avec l'âme finalement qui nous enseigne. absolument, absolument. C'est la confrontation avec l'âme et c'est d'essayer de petit à petit comprendre que le processus lui-même, il est autonome par rapport à notre intention Oui. et à notre souhait ou notre désir d'avancer, de progresser. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le processus, il a son rythme, il a sa densité, il a son intelligence. L'idée, c'est qu'on lui fasse de la place. C'est vraiment ça, hein, qu'on lui fasse de la place pour qu'il puisse. C'est l'image du serpent, hein, Mhm. que ce serpent intérieur tonien, donc issu de la terre, puisse trouver son chemin à l'intérieur du sujet, un chemin toujours sinueux, parfois très circulaire, mais qui possède sa propre énergie, sa propre vitalité. C'est la fameuse, c'est la fameuse notion d'autonomie chez Jung, hein. Quand il dit un complexe, par exemple, est autonome, parce que quand j'en parle à l'Institut Jung, parce que je donne des cours là-bas, quand je parle de l'autonomie d'un complexe ou l'autonomie d'une part de soi, il y a toujours un moment d'incompréhension. Qu'est-ce que ça veut dire autonome? Eh bien, autonome, ça veut dire autonome. Ça veut dire que ça possède sa propre personnalité, qui n'est pas la mienne. Bien sûr qu'elle n'est pas clivée de moi, mais elle n'est pas la mienne. Donc, elle a une densité qui lui est propre, elle a un rythme qui lui est propre, elle a une intention qui lui est propre et que j'ignore, Mhm. mais que je peux découvrir. Hein, c'est le fameux dévoilement chez Heidegger. On dévoile, on enlève des voiles. Et en enlevant des voiles,
on commence à voir, on commence à voir qu'effectivement, il y a bien un processus qui possède sa propre réalité et son intentionnalité aussi. Et en fait, ça libère, ça déleste le moi de son exigence permanente d'être compétent, d'être hyper cultivé, d'avoir tout lu, d'avoir tout compris, en fait, de maîtriser. Non, on ne va pas maîtriser. Peut-être ce qu'on peut maîtriser, c'est la façon dont on s'ouvre. Vous voyez? Mais rien de plus. Tout à fait, tout à fait. Faire de la place, donner du temps, hein, on est déjà, en fait, on est en train de traverser votre livre. Je vois on est déjà sur quasiment les aspects de méthode. Et je mets des guillemets à méthode parce que vous vous en défendez vous-même, euh, qui émerge à la fin. Vous nous parlez d'apprivoiser, accueillir, donner du temps Oui, au processus. En reconnaissant son autonomie, on peut rentrer en relation, on établit une relation. complètement. Euh, Vous venez au fond de nommer très directement cette dualité, quand vous disiez que dans le sous-titre de votre livre, c'était le dualisme comme impasse, vous Mhm. venez de l'évoquer dans ce désir de tout maîtriser, ce désir de tout contrôler, ce désir de ce qu'il faudrait toujours lire plus de livres, euh, faire, et cette pression absolument infernale que nous nous mettons, en Occident en particulier, avec cette poursuite d'un but finalement de perfection, voilà, C'est ça. qui nous coupe de là. Donc c'est ce dualisme que vous adressez, si je comprends bien, quand vous parlez du dualisme comme impasse. Vous nous dites que collectivement, on est entré dans une impasse avec cette façon de voir les choses, finalement. Absolument. C'est-à-dire que, de nouveau, les exigences, ce que j'appelle les ambitions égotiques, hein, attention, qui ne sont même pas à moi. Mhm, Et mhm, non, c'est-à-dire, de nouveau, c'est quelque chose qui me traverse, qui m'est imposé par ce qu'on appelle le Zeitgeist, hein, l'esprit du temps, euh, que je crois être mienne et que finalement, très souvent, on va justifier comme étant les siennes. Il faut que je sois compétent, il faut que je sois bon, il faut que je connaisse toutes les matières auxquelles je me confronte. Très bien. Euh, Exile le sujet de cet autre monde qui, lui, est chatoyant, est polymorphe et surtout étrange, et qui plus est, qui ne catégorise pas les choses. L'exemple du rêve est très parlant. Dans un rêve, ma grand-mère peut être en même temps et aussi un cheval. Voilà. Donc on a fait péter les catégories. mhm, Alors, évidemment, ça interpelle le sujet. Qu'est-ce que c'est que cette image bizarre? Ma grand-mère est aussi un cheval. Ben, ça s'appelle une métaphore. Et la métaphore, la métaphorisation du monde, hein, l'imaginal au sens de Corbin, de Hillman et de gens comme ça, l'imaginal spécifie cet autre monde. C'est-à-dire un monde d'images, un monde de métaphores, un monde d'allusions, et non pas de certitude. Vous voyez, la pensée, elle se nourrit de certitude. 2 et 2 font 4. Eh bien, dans cet univers-là, 2 et 2 peuvent faire 18, ou peuvent faire 0, ou on s'en fout. Et c'est ça qui est tellement intéressant, c'est que, encore une fois, il y a un délestage, grâce au travail analytique, il y a un délestage des exigences du collectif pour rentrer dans quelque chose qui vient nous dire, attends, attends, attends. Il y a un domaine qui est plus riche que ce que tu imaginais. Et ce monde-là, il est dans toi, il est dans ton intériorité. Ton intériorité y a accès, en tout cas, lui donne accès. Et donc, tais-toi.
comme Job. Tais-toi, arrête de rouspéter, tais-toi, regarde, écoute. Et dans cet appel à l'écoute, dans cet appel au silence, moi j'ai l'impression que enfin, vous répondez aux étudiants, aux psychologues, à vos analysants, mais Mm. moi j'ai été frappé comment dans votre introduction, vous donnez justement le contexte large de l'esprit du temps, vous parlez d'une spectaculaire désorientation généralisée, arborant le visage, vous dites, d'une négation de l'avenir. Vous parlez d'une vie sans âme, sans intériorité, qui est morne, comme une psychothérapie sans âme est morne. Et donc, j'ai l'impression que, sans y toucher, c'est-à-dire sans faire de grands discours sur l'état du monde non plus, mais vous répondez à cette désorientation généralisée. Vous proposez une voie, vous Alors, indiquez une direction. évidemment, je n'ai pas la prétention, moi, de proposer une direction seule. Je, 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 L'œuvre de Jung, c'est clairement une porte grande ouverte et magnifiquement ouverte sur, justement, euh, une autre façon, d'abord, appelons un chat, un autre monde. Mm, mm, Hein. Quand Jung parle de l'inconscient, aujourd'hui on dirait peut-être plus l'invisible, parce qu'on est très orienté et intéressé par tout ce qui est chamanisme de plus en plus. Hein. Il y a un tas de gens qui maintenant veulent investiguer ces mondes-là, très bien. On est beaucoup plus dans ce type de dénomination. Le mot inconscient, il est maintenant mal perçu, mal compris. La psychanalyse est en perte de vitesse de façon flagrante, parce que tout ça nécessite vraiment de se dédier. mm, On va se dédier à quelque chose d'autre. Et ça, c'est une dimension finalement religieuse au sens très large du terme. Mais se relier à, hein, se mettre en relation avec. Et j'aurais tendance à dire, j'aurais envie de dire, si le public était un petit peu au courant de la joie, mm, vraiment de la joie qu'on peut rencontrer quand on commence à sentir que sa vie, sa vie en moi, mm. ça s'exprime en moi. Je suis réceptacle de quelque chose, mais certainement pas l'initiateur ou le formateur de quelque chose. Je le reçois, j'en suis le témoin. Si le public était un tout petit peu plus averti de ce genre de réalité, qui est toujours, qu'on le veuille ou non, psychique, Mhm. hein, mais sans doute qu'il y aurait un peu plus de tranquillité chez les sujets et chez les citoyens, parce que ça amène une tranquillité, réellement. D'abord, ça supprime toute forme d'ennui, ça c'est clair. Il n'y a pas d'ennui. On ne peut pas s'ennuyer avec ça. Vous voyez, s'asseoir tranquillement et simplement écouter et regarder dedans, regarder dehors. Mais il y a pas de place pour l'ennui, parce que c'est toujours renouvelé. Vous voyez, c'est ça l'autonomie aussi. C'est que je parlais du serpent, il est tout le temps en train de bouger. Donc il est tout le temps différent. Vous voyez. Tout à fait, c'est vivant, c'est vivant. Et C'est vivant. voilà. Et à travers ce que vous dites, je crois que c'est important de souligner que cette vie de l'âme est accessible à toute personne qui se dédie, qui fait l'effort, qui se tourne vers ce fort intérieur. Elle n'est pas réservée aux analystes, elle n'est même pas réservée aux analysants, elle est réservée. Et on entend la soif de l'âme aussi dans tout cet intérêt pour le chamanisme, pour les différentes spiritualités, pour la méditation. On peut l'entendre. Vous dites à un moment, parlant de la situation thérapeutique, que derrière toute demande, il y a un cri, se dissimule un cri qu'il faut que le thérapeute entende. Mais on peut entendre ce cri aussi d'une façon collective, d'une façon générale. Durkheim m'avait raconté une histoire comme ça, qui était qui m'avait vraiment percuté. Il avait une petite voix très douce. Il parlait un très très bon français, parce que moi à l'époque, mon allemand était proche du zéro absolu.
Et il me dit un jour comme ça, vous savez, Pierre, il parlait comme ça, vous savez, Pierre, un jour, j'étais à Paris et je marchais sur les trottoirs de cette grande ville. Et j'ai entendu en dessous du béton un énorme cri de détresse. Waouh! En dessous du béton. Mhm, mhm, Tout ce qu'on mhm, a colmaté, construit, établi, boulonné dessous, il entendait ce cri. Vous voyez? J'ai jamais oublié cette histoire parce que probablement qu'au moment où il me l'a raconté, j'ai compris qu'il parlait de quelque chose de très tangible mhm, mhm, et pas d'une vision philosophique. mhm. C'était tangible. Il avait entendu quelque chose et que ce cri nécessitait d'être entendu. En tout cas, qu'on lui apporte une réponse. Vous voyez? Il nous renvoie au cri de Merlin aussi que Jung a entendu, dont Von Franz se fait l'écho dans sa biographie de Jung, ce pauvre Merlin enfermé dans sa tour de verre et Absolument, avec tout l'esprit de la sauvage de la forêt, avec tout ça. absolument, absolument. Quelque chose que vous faites ressortir qui est remarquable. Il y a beaucoup d'éléments remarquables hein, dans votre livre et d'ailleurs, je pense que ça peut se permettre de souligner la dialectique, encore une fois, entre l'étude, l'étude des livres avec les références et puis l'écoute de l'âme et comment ça s'enrichit. Et j'ai sursauté très sincèrement, mais très très positivement. J'ai énormément apprécié ce que vous pouvez dire sur ce que vous avez dit sur la fonction épistémologique de l'âme. L'âme en tant que celle qui sait. Vous dites, il existe certainement tapis dans un recoin de l'être une faculté d'une acuité inouïe, seule capable de percevoir ce qui est tels que les étangs tels qu'ils sont actuellement, c'est-à-dire débarrasser de tous les oripeaux, les surcharges projectifs dont les affluent de nos obsessions. Et vous élaborez autour de cette faculté, voilà, épistémologique, épistémique de l'âme, celle qui sait. Ce qui rejoint un autre thème que vous avez amené à propos de la vocation. Oui. Quand quelqu'un sait ce qu'il appelle. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'âme qui sait, celle qui sait? Oui. Alors, je reviens là aux hypothèses, plus aux hypothèses, aux observations de Jung, hein, euh, sur l'inconscient collectif. Il nous dit en gros ceci, l'inconscient collectif, ce serait le réceptacle de toute l'expérience humaine, de toute la phylogénèse, hein, de tout ce que les humains ont pu penser, concevoir, éprouver, aimer, détester, etc., qui serait dans une sorte de matrice, hein, matrice virtuelle, ou peut-être tout à fait réelle, ça, je, je ne peux pas en décider, euh, mais qui propose par brassage, par mélange, par immixtion, par mariage aussi, qui propose des éléments émergents. Ces éléments émergents ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le fruit de correspondance intérieure ou de correspondance entre ce qui fait sens chez l'un et fait sens chez l'autre, par exemple, ou de ce qui, par analogie, pourrait se ressembler des êtres. Dans la rencontre de ces matières, parce que ce sont des matières psychiques, affectives, peut naître effectivement une intelligence, peut émerger une forme d'intelligence qui est une intelligence synthétique. Vous voyez? Et l'âme a cette faculté de, embrassant toutes ces matières, finalement d'en proposer sous forme d'émergence des éléments de synthèse. Un rêve, c'est un élément synthétique. Moi, je suis toujours stupéfait de voir que un rêve qui a pris 3 lignes à écrire peut être le résumé d'une existence ou le projet d'une existence.
et c'est résumé en 4 lignes. Donc c'est vraiment cette faculté synthétique. On a pris plein d'éléments biographiques, culturels, historiques, tout ce que vous voulez, on les condense, on les concentre, on produit un élément onirique ou une intuition, ou peut-être une vision, qui, elle, est, comme je le disais tout à l'heure, bien plus intelligente que ne le sera jamais le sujet avec sa pensée. Maintenant, il faut qu'il puisse le penser. Le produit émergent, s'il n'est pas intégré par la compréhension, comme le disait un certain rabbin, un, 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 un rêve qui n'a pas été interprété, c'est comme une lettre qu'on n'a pas lue. Voilà. Donc il faut lire. Et c'est là où le métier d'analyste est évidemment euh, difficile, parce que interpréter des rêves, vous êtes aussi bien placé que moi pour le savoir, ce n'est pas du tout de la tarte. C'est pas de la tarte. Non, c'est pas de la tarte. Cependant, on a une alliée. On a une alliée, c'est justement l'âme, c'est justement le fait que le rêve est vivant et que, que ce qu'il y a dans le rêve cherche à parvenir à la conscience. Donc, si on abandonne la prétention de savoir et Oui, qu'on sait lui ouvrir, n'est-ce pas? Et du coup, à travers ce que vous venez de nous dire, vous ramenez à la définition un peu fondamentale de l'âme que vous proposez. Alors, en allant très vite pour faire un peu un survol de votre livre, je dirais que dans la première partie, vous dégagez tout ce que l'âme n'est pas. Vous procédez un peu comme le sculpteur qui élimine, puis vous intéressez après à ce dualisme, à cette dissociation, et vous montrez que l'âme réunit, que c'est ce souffle, vous vous basez sur l'étymologie, qui réunit le corporel et le non corporel. Ça. Et puis vous en arrivez à proposer cette idée synthétique, justement, l'âme comme creuset alchimique de oui, recueillement de toutes les matières disponibles, pour c'est reprendre ça, votre expression. c'est ça, Vous m'avez dit verbalement lors de la préparation, elle ne juge rien, elle n'exalte rien, mais elle travaille les matières, elle les transforme, elle les métamorphose jusqu'à ce que émerge quelque chose qui soit utile, bon pour la conscience, comme si elle nourrissait la conscience finalement. c'est ça. Alors, la notion de creuset, elle est intéressante parce qu'elle se rapporte dans notre corps au bassin. Hmm. Vous voyez. Dans mes cours sur le travail corporel, je parle beaucoup du bassin. Le bassin comme espace, comme un creuset en fait. Hein, Mhm, mhm, Durkheim parlait beaucoup de ça, la conscience coupe. Hein. Il faisait la différence entre la conscience flèche, qui vise, qui mhm, pointe, etc., qui focalise, et la conscience coupe, qui, elle, est évidemment de l'ordre du réceptif. Alors, dans le rapport avec l'âme, il y aurait cette idée de réceptivité, on rejoint le taoïsme là, de réceptivité de tout ce qui nous constitue, mais aussi de tout ce qui a constitué le fait humain, y compris les pires horreurs, mhm, mhm. évidemment, y compris les pires horreurs. Il faut lire les frères Karamazov pour s'en persuader. Et c'est un livre complet parce que, en tant que complet, il accepte. Et en fait, il se laisse travailler, je parle de Dostoïevski, il se laisse travailler par toutes ces matières et il en ressort ce chef-d'œuvre inouï parce qu'il est en contact avec son âme et parce qu'il ne la rejette pas et parce que le concept d'âme est fondamental chez lui. Mhm. Il est un creuset. Et l'artiste, d'une certaine façon, au même titre que l'alchimiste, hein, ce sont des artistes de la capacité à, à accueillir, accepter et laisser travailler en soi toutes ces matières. Alors, ça c'est, je crois, fondamental et ça va avec le temps. Euh, on ne peut pas être pressé. Mhm. On ne peut pas être pressé. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas dire à quelqu'un, vous venez 10 fois et probablement que votre problème sera réglé. Non, ça, dans ce genre de travail-ci, on ne peut pas le faire.
parce qu'on sait très bien que c'est pas comme ça que ça va se passer, du tout. Le temps de la macération, le temps aussi, alors là, c'est pas très excitant ce que je veux dire, mais le temps de la mort, Mhm. le temps Mhm. de la mort, la putréfaction de certaines choses qui doivent mourir en nous, parce qu'il y a des choses qui doivent mourir en nous, hein. Et en mourant, elles se dissolvent, elles partent en morceaux, et curieusement peuvent être récupérées par d'autres éléments qui vont les digérer, qui vont s'en nourrir, mais produire encore une autre forme de compréhension des choses. Ça aussi, ça a à voir avec la dimension épistémologique de l'âme, c'est-à-dire elle comprend. Et en fait, je trouve très dommage qu'on n'insiste pas un peu plus sur cette idée, sur ce concept dans les facultés. Mais franchement, c'est un peu énigmatique pour moi. Que j'en ai usé des pantalons dans les facultés de psychologie. Je, jamais on ne m'a parlé de ça. Jamais. Peut-être est-elle trop insaisissable, trop indéfinissable, impossible à mettre dans des concepts coupés au cordeau. Peut-être, voilà, échappe-t-elle tellement à cette rationalité. Voilà. Et Et aussi, aussi, on ne peut pas faire, on ne peut pas faire de recherche sur l'âme. C'est-à-dire, on ne peut pas statistifier des phénomènes de l'âme. Ça ne marche pas. Ça marche. on peut penser que l'âme cherche quelque chose à travers nous, mais nous ne pouvons pas essayer de la. Non. Voilà, oui, tout à fait. En faire un objet. Ça, quand vous passez sur tout ce que l'âme n'est pas, une des choses que vous mentionnez, c'est qu'on peut vraiment pas en faire un objet. Donc, on est obligé de sortir de la scission sujet-objet. On ne peut pas avoir ce rapport objectif du scientifique qui met l'âme sous un microscope, qui l'observe au télescope, ce qui permet d'ailleurs aux gens qui voient comme ça de nous dire, elle n'existe pas, je ne la vois pas. J'ai regardé avec mon microscope, je la trouve pas. Ouais. Oui. Et cependant, vous donnez à un moment une description, ça va avec ce que vous venez de dire, que je trouve extrêmement synthétique du processus intrapsychique, du voyage intrapsychique, qui, Mhm. entre parenthèses, n'est finalement jamais la résolution d'un problème, comme si le problème c'était notre porte d'entrée, mais la question n'est pas le bien-être et la solution d'un problème. Hein. Et vous nous dites qu'il y a une instance Mhm. qu'on appelle l'âme. Mhm. Il y a un outil qui est le ressenti, et donc vous avez développé déjà tout à l'heure Gefühl, le Mhm. ressentir, et il y Mhm. a un fruit qui est la justesse, qui est la capacité à, à poser une décision, Absolument. à trouver l'entre-deux, l'endroit dans l'entre-deux où on s'inscrit. Oui. Alors, on rejoint quelque chose que la théologie chrétienne a compris il y a bien longtemps, c'est le concept de discernement. Mhm. On peut aussi appeler le Gefühl une fonction d'évaluation. C'est-à-dire, le processus qui lui est propre est tellement complexe et brasse tellement de matière que ce qui va en émerger ou ce qui peut en émerger possède sa propre intelligence évaluatrice. Voyez. Et ça, c'est encore une fois, ça permet au moi une forme de libération. Mhm. Ce n'est pas à moi uniquement, avec ma petite tête, à évaluer est-ce que telle situation. Non, non, non. Écoute ce que te dit ton fort intérieur. Écoute ce que te dit ta faculté à ressentir. Et peut-être que de façon très étonnante, il te dira quelque chose qui dément ton désir Mhm. Mhm. ou ton projet grandiose. Mhm. Ça va le démentir. Ça, encore une fois, c'est passionnant de constater que, en termes de liberté du sujet, se mettre en résonance ou en écoute de l'âme, c'est aussi une voie de libération au sens très très profond du terme. Mhm. Mhm. J'ai plus à m'accrocher, j'ai plus à m'accaparer les choses parce que j'ai peur de manquer. C'est bon,
c'est bon. Il n'y a plus vraiment de peur non plus. Vous voyez? Parce que la mort, elle est incluse dans l'histoire. La mort est incluse, c'est ça. Et oui. Et donc, on l'a côtoyé. Et c'est pas que on est débarrassé de la peur de la mort pour toujours et de façon absolue. C'est pas ça. Mais ce processus, par exemple, dépressif, le processus dépressif qui est très fréquent, il peut être compris et intégré différemment que simplement comme une malédiction. Diriez-vous qu'on n'a plus peur d'avoir peur? Absolument. Hein? On peut se permettre de trembler, comme disent les maîtres zen, qui on demande, maître, que fais-je? J'ai peur, ben, tremble. On peut se permettre de trembler, mais on est pleinement présent au tremblement, on le ressent et du coup on est vivant en même temps, on le vit. Il y a ce fameux conte de Grimm qui s'appelait Histoire d'un qui s'en alla pour apprendre le tremblement. Hmm, En fait, il n'a pas assez peur. Et il se rend compte qu'il lui manque quelque chose. hmm, Et dans ce processus analytique ou initiatique au sens propre, au sens large, hein, on va être confronté à des trouilles énormes, à des déprimes pas possibles, à un sentiment de nullité totale. Tout ça, ça va avec la mort. hmm. Se familiariser, pas de façon grossière, mais à l'état de mortification tel qu'en parle l'alchimie, c'est un des ingrédients centraux du processus. Central. Mhm. Mais c'est sûr que ça ne fait pas vendre l'analyse. Hein. Est-ce un produit à vendre? Est-ce que seulement ça pourrait, voilà, hein, il y a toute cette Pour plaisir. distinction que Jung, c'est pas un produit de masse. Hein, hein. Hein. Et donc, il y a cette inclusion de la mort, il y a cette inclusion du négatif, il y a cette inclusion de ce qui est en bas de ce qui est. Voilà. Vous évoquez à un moment le conte de La Belle au bois dormant et le fait que la fée Carabosse n'a pas été invitée et finalement elle s'invite hein, et elle participe du processus. Complètement. Vous dites aussi à un moment, m'a beaucoup frappé, vous dites l'âme est ce qui s'oppose. Si je comprends bien, c'est l'âme qui s'oppose à l'ego, justement à nos projets, à nos ambitions égotiques, égoïques. Euh, voilà. Pour reprendre un élément biographique, parce que là aussi, mon père a transmis des choses. Mhm. C'était un artiste. Bien. Euh, il se refusait avec une détermination dingue à faire sa promotion. Et il savait pourquoi il se refusait. J'ai mieux à faire que de m'auto-promotionner Mhm. sur les réseaux sociaux, sur je ne sais pas trop quoi. Mhm. J'ai mieux à faire. Il y a une autre urgence, il y a un autre appel Mhm. qui était son œuvre, son travail, etc. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous a transmis et qui est finalement très précieux. C'est-à-dire, on n'est pas là pour faire le malin. On est là pour recueillir ce qui vient du fond et qui parle et qui en fait sait ce que toi, mon petit bonhomme, tu sais un peu, mais de façon assez médiocre. Mais alors, cette transmission par votre père m'explique pourquoi vous êtes si discret. Il a fallu, pour ma part, que je tombe sur votre livre pour vous découvrir. Vous avez quand même écrit déjà pas mal de bouquins et des choses vraiment très, très intéressantes. Et vous parlez de votre père, ça me ramène à la question de la vocation, parce que vous racontez une histoire extraordinaire par rapport justement à la vocation. La vocation étant comme ce moment où l'âme lance un appel, si je comprends bien. Voilà, un jeune garçon, enfin, je vais vous laisser raconter l'histoire, qui ne se pose pas encore vraiment la question de ce qu'il fera quand il sera grand, j'imagine, qui reçoit un appel et comment ça peut venir chercher. Vous dites que c'est quelque chose de sidérant, comme quelqu'un qui tombe amoureux, qui a un Absolument. coup de foudre et qui reconnaît son âme sœur en quelqu'un d'autre. Mais alors, cette histoire justement de votre père, si vous voulez la raconter, la vocation. Oui, bien sûr. Donc, il nous l'a raconté à plusieurs reprises parce qu'il avait quand même été frappé par ce truc, par cet épisode. Il a 6 ans et puis il est avec des petits copains au bord d'une rivière et le fait est que le bord de la rivière est limoneux.
Il y a de l'argile un peu partout. Et puis les gamins s'amusent d'abord à patauger dans l'eau, et puis ils commencent à faire des boules, des boudins, avec cette glaise. Et puis voilà, au bout d'un moment, tous ces copains, où ils ont envie d'aller faire du foot ou d'aller faire une partie de cache-cache, et ils s'en vont. Et mon père est littéralement fasciné, scotché, parce qu'il est en train de faire avec ses petites mains. Et il continue, il continue, il continue, il continue. Et là, nous dit-il, à ma sœur et à moi, est née ma vocation de sculpter. Et jusqu'à son dernier jour, il a sculpté. Il a fait de ses mains des choses, comme il l'a fait à 6 ans. Et jusqu'au jour de sa mort, il a sculpté, fait quelque chose de ses mains. Voilà. Vocation, un appel. Vocatus, hein, pas trouvé non vocatus, le Dieu sera présent. Vous faites un moment avec beaucoup d'humour. J'ai l'impression que vous passiez un message à Elon Musk, puisque vous parlez du fait que de toute façon, quoi qu'on fasse, même si on veut, on peut tenter de se passer de l'inconscient ou de tout ce que traditionnellement on a nommé une transcendance. On peut vouloir s'en détourner par mille ruses plus ou moins habiles. Il n'en reste pas moins que les dieux sont et resteront présents, même sur la planète Mars. Je ne cacherai pas que j'ai bien rigolé. Je me suis demandé si. Hein. Euh, Oui, on s'en va tranquillement vers la fin de cette rencontre, mais il y a encore, vous dessinez au travers de toute cette exploration philosophique, quand on en fait une lecture attentive, vous dessinez vraiment un chemin, vous donnez des outils. Ce que je disais sur la justesse, sur le ressenti, par exemple. Euh, vous nommez à la fin quelques éléments de méthode tout en disant bah, c'est pas académique et puis c'est pas une méthode parce qu'on peut pas chercher à obtenir des résultats. oui, Vous partez du fait que l'âme, au fond, aujourd'hui, elle est obsolète, hein, maintenant qu'il y a l'intelligence artificielle, pourquoi aurions-nous besoin de l'âme? Qu'elle est même, elle est en retrait, elle s'est retirée, comme on s'intéresse pas à elle. Moi, j'ai eu l'impression que même vous disiez qu'elle était devenue sauvage, finalement, qu'elle vivait dans les espaces sauvages. Et vous nous proposez comme trois temps, ou du travail avec l'âme, un temps d'apprivoisement, oui, un temps d'accueil, oui, puis un temps pour le temps qui peut être long, pour la longue route. c'est ça. Alors, la notion d'apprivoisement, euh, ben, on comprend bien. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai observé, remarqué, ça c'est tout à fait empirique, hein, c'est pas une abstraction. On peut en faire une abstraction, mais empiriquement, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que lorsqu'on s'intéresse à ces matières, elles s'approchent, Mhm. vous voyez, elles sont d'accord, mais à condition qu'on les respecte, à condition qu'on ne les connote pas, à condition qu'on ne les catégorise pas. C'est-à-dire l'apprivoisement, c'est une absence de connotation. Ah, c'est ça. Non, tu sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est. Laisse venir. Tu ne sais pas ce que c'est. Et là, c'est comme si ces matières étaient d'accord de se manifester, parce qu'elles ont compris qu'on ne va pas les abîmer par l'outil purement conceptuel qui ne peut que les catégoriser. C'est la fameuse psychopathologie. Ah oui, mais lui, c'est un schizophrène, donc le problème est réglé. Non, 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 non. Moi, je travaille ici avec des gens taxés de psychotiques. On fait un très bon travail, il n'y a absolument aucun problème. C'est pas le même travail qu'avec des gens qui ne le sont pas, mais on peut faire un très bon travail avec ces gens, il n'y a aucun problème. Et quand ils sentent que justement, vous n'êtes pas en train de les regarder comme une pathologie, c'est-à-dire comme une catégorie, mais comme un sujet animé, eh ben ça s'ouvre, ça s'ouvre. Leur être s'ouvre, leur âme, sans qu'on on va pas la frapper. Donc ça, c'est la première chose. Donc, ça mène évidemment à l'accueil.
Et l'accueil, c'est encore une fois un positionnement subjectif de la part du praticien. C'est ce que j'appelais tout à l'heure cette conscience coupe, c'est-à-dire de vraiment fabriquer de l'espace qui est à la fois psychique et corporel et spirituel. On crée de l'espace pour que ces matières puissent entrer en soi. C'est vraiment l'accueil. Et tout ça ne peut pas s'inscrire dans une temporalité d'urgence. Ce n'est pas possible. On doit se mettre ça en tête. André Green, ce fameux psychanalyste néo-freudien qui a écrit de très très belles choses, il disait ceci: la vertu principale de l'analyste, la vertu principale, c'est la patience. Et il a absolument raison. C'est la patience. On va pas tirer truc sur les trucs. Ça marche pas. On va les accueillir. Vous voyez? Et après, après il y a le réveil. C'est pour ça que je termine sur l'histoire de la Belle au bois dormant. Le réveil par l'éros, le réveil par l'amour, le réveil par la dialectique qui reconnaît les choses et donc qui les légitime en tant que telle, Mhm. et tout s'éveille. Et la vie renaît. Là, on est très loin d'une méthode qui, par cause et effet, obtiendrait un résultat mesurable. On est vraiment dans le vivant avec sa fermentation. C'est ça. Vous mentionnez justement qu'un des indicateurs les plus probants, je vous cite, Mm. de cet apprivoisement, se révèle lorsque le patient énonce: il faut que vous sachiez une chose, il n'y a qu'ici que je puis dire, que je peux dire tout cela. C'est vraiment, et ça on le rencontre souvent dans l'écoute analytique, ce moment où se dit quelque chose qui ne peut être entendu nulle part ailleurs finalement. Et finalement, ce qu'on facilite, c'est que la personne elle-même va pouvoir l'entendre. Enfin, enfin, ça s'apprivoise. Enfin, Absolument, elle peut l'entendre. absolument. Et vous mentionnez, pardon, allez-y, oui. Combien de fois je me suis entendu dire: ah, je ne sais pas si je peux vous raconter ça parce que vraiment, ça c'est trop honteux, c'est trop Mm, médiocre. Alors, ça sert à rien de dire: mais si, mais dites-moi maintenant. Non, non. Dire: mais écoutez, on va essayer. Vous savez très bien que je ne suis pas là pour vous juger, mm, je ne suis pas là pour vous dire que c'est bien ou mal. Je suis là pour écouter, être avec vous. Et tout d'un coup, ça sort. mm. Mais en général, c'est pas non plus monstrueux. C'est pour ça que l'histoire de la réflexion sur les valeurs, elle est importante. Oui, tout à fait. Comment on connote à l'intérieur de soi des mouvements qui sont parfois, mais vraiment anodins, et on est persuadé d'être le pire des salopards. Mais non, mais non. Tu es un être humain, mon grand. Mm. Tu es un être humain comme moi. Et puis voilà. Et Et donc, on tu voit as bien de votre réflexion que c'est l'âme qui confère une valeur à des choses qui n'ont pas de valeur en soi. En tout cas, c'est pas la bourse avec le système de valeurs qu'il y a. c'est ça, C'est pas le CAC 40. C'est, hein. c'est ça. Et vous parlez de ce conte, La Belle au bois dormant. Je le citerai très rapidement. Il y a l'inclusion du négatif avec la fée Carabosse sans qui rien n'arriverait finalement. Non, rien Euh, n'arrive. donc il y a cette inclusion du négatif, du noir qui n'a pas été invité, mais qui s'invite quand même de toute façon, quoi qu'on fasse, il sera là. Absolument. Euh, il y a ce temps suspendu de la belle qui dort. Oui, Vous avez ce très beau propos sur le sommeil de l'âme non altéré. L'âme est intacte de toute façon, c'est elle ça. dort. Elle n'est pas abîmée. Elle n'est pas abîmable. Elle n'est pas abîmable. C'est ce lieu toujours intact Oui, à l'intérieur. oui, Et il y a le baiser qui la réveille. Où vous dites, ben, ce qui l'éveille, c'est l'intérêt qu'on lui porte, ou plus exact. essentiellement l'amour qu'on lui voue, incarné par le baiser du prince, car si elle n'est pas altérable, elle n'est pas non plus corruptible, au sens utilitariste du terme. Elle C'est est ça. foncièrement libre, relativement aux attentes qu'on a envers elle. C'est l'amour, quoi, qui la révèle. Et comment? Et combien? Et combien?
C'est-à-dire que notre métier, mon cher ami, c'est aussi un métier amoureux, Absolument. hein. C'est un métier amoureux. Tout à fait. C'est bien que ce soit énoncé. C'est rare que ce soit énoncé à haute voix, mais c'est un, voilà, oui, c'est un métier amoureux. C'est tout à fait, tout à fait. Et dans lequel ce qui importe le plus, c'est d'aimer l'âme. Et finalement, Jung avait cette cette très belle phrase à un moment où il dit que l'âme, il l'a aimée, il l'a haï, mais finalement, il pouvait que la servir et continuer à l'aimer. Il s'est confronté avec elle. Ça, c'est ça. Vous Mhm. parlez de la contagion aussi que ça implique. Quand l'âme s'éveille chez l'un, elle s'éveille aussi autour de lui. Quand l'âme s'éveille chez un de nos analysants, il éveille quelque chose en nous. On n'est jamais neutre par rapport à ça. On est impliqué dans l'éveil de l'âme. Bien sûr. Alors ce sont des choses que les patients constatent autour d'eux. C'est-à-dire que l'autre, mais ça, je pense que c'est propre à toutes les démarches analytiques un peu profondes. C'est-à-dire que, alors, dans différentes directions, hein, mais Mhm. que quand le sujet commence à comprendre qu'il est mutable, parce qu'il s'autorise à l'être quelque part, ça change toute la configuration relationnelle autour de lui, hein, Mhm. avec des résistances, avec des oppositions, parfois avec émerveillement, mais c'est clair que ça peut contaminer, au beau sens du terme, l'environnement, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc, à chaque fois que quelqu'un éveille son âme, finalement, il fait quelque chose pour l'âme dans le monde. C'est Il quelque chose, répond à ce grand désenchantement, à cette grande détresse. exactement, il fait quelque chose pour la communauté. Oui, oui. Là, je suis tout à fait affirmatif. Il fait quelque chose pour la communauté. Ouais. Ben, je vous remercie, Pierre. Un mot de la fin, qu'est-ce que vous auriez envie de dire en conclusion euh, sur ces Écoutez, sujets? écoutez, moi, ce que j'aurais envie de dire aux gens qui écoutent, c'est ne vous détournez pas, c'est un peu lourd, mais ne vous détournez pas des livres. Nourrissez-vous des livres, retournez dans les grands classiques, allez, plongez-vous dans la Bible, plongez-vous dans le Tao Te Ching, plongez-vous dans les grandes œuvres qui ont fondé des civilisations, plongez-vous dans Jung, évidemment. Euh, vous y trouverez une nourriture impérissable. Et puis partagez ça avec d'autres. Soyez pas fileux, hein? Partagez. Il y a une page qui vous intéresse, vous la photocopiez, vous l'envoyez à votre copain. Ça va, c'est une petite graine. Vous pouvez même les mettre sur les réseaux sociaux. On ne sait jamais qui vous regarde. Et en effet, lisez de la poésie. Vous me donnez envie, du coup, de lire une des citations de Rilke que vous amenez, qui est tellement en correspondance avec tout ce qu'on a discuté, où vous dites, où Rilke dit dans sa lettre à un jeune poème, c'est être un jeune poète, le développement naturel de votre vie intérieure vous conduira lentement avec le temps à un autre état de connaissance. Laissez à vos jugements leur développement propre, silencieux. Ne le contrariez pas, car comme tout progrès, il doit venir du plus profond de votre être et ne peut souffrir ni pression, ni hâte. Portez jusqu'au terme, puis enfantez, tout est là. Il faut que vous laissiez chaque impression, chaque germe de sentiment mûrir en vous dans l'obscur, dans l'inexprimable, dans l'inconscient, ces régions fermées à l'entendement. Attendez avec humilité et patience l'heure de la naissance d'une nouvelle clarté. Au fond, ce cher Rilke, qui est né la même année que Jung, qui a donc eu un destin astrologique parallèle à lui, a peut-être aussi bien éclairé le chemin intérieur. C'est magnifique, la citation est magnifique, hein, parce qu'il il résume comme ça dans quelques phrases quelque chose, tout un processus, toute une manière d'être, hein, une façon d'être, D'une un art façon de d'être. vivre. Ah, oui, oui. On en revient à ce que vous disiez, c'est pas un métier, ce travail, c'est une façon de vivre, un apostolat, une dévotion au service de l'âme, Oui, une vocation, une vocation. vraiment une vocation, hein, une vocation.
Un grand merci, Pierre. Je rappelle, je remonte votre livre, Pas de thérapie sans âme, et je pointe aussi que vous êtes publié aux éditions Terre Noire, Oui. dont je suis partie prenante. C'est ce qui nous vaut de nous rencontrer comme ça. Terre Noire, c'est une association en fait d'auteurs, Mhm. hein, qui finalement sortent des sentiers battus de l'édition traditionnelle. On reste en maîtrise de nos projets, on s'auto-édite, mais dans un cadre associatif, d'une certaine façon. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots de votre expérience avec Terre Noire? Comment ça a été l'expérience avec Terre Noire pour vous? Alors, je je vous avoue que j'ai eu quelques déboires avec d'autres éditeurs et parfois un petit sentiment d'amertume quand même. Quand vous avez travaillé une année et demie sur un livre, que vous y avez consacré tous vos week-ends, une bonne partie de vos vacances, etc., etc., que madame n'était pas toujours contente, que vous ne soyez pas là, et qu'on vous renvoie une lettre type qui n'est même pas signée, en vous disant ça ne correspond pas à la ligne éditoriale de notre collection, machin truc. Non, ça va pas. On ne peut pas les gens comme ça. Bref, chez Terre Noire, j'ai eu la sensation d'être extrêmement bien accueilli rapidement avec des gens fiables, des gens professionnels, alors que c'est une association. C'est pas une maison d'édition parisienne. Hein. C'est un petit groupe de gens qui sont, on sent qu'il y a une passion, qu'il y a une vraie envie de produire des choses alternatives. Et je dois dire que j'étais absolument ravi de cette expérience. Vraiment ravi. Donc, j'espère vraiment que Terre Noire va grandir, va en notoriété, en intérêt de la part du public. Enfin bon, très bien, très bien. Ben, Sachant merci, que, Pierre. sachant que ce qui est publié n'est pas, comme on le disait tout à l'heure, n'est pas non plus d'un accès immédiat et le plus facile. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Ceux qui cherchent, ils sont prêts à fournir un peu d'effort. C'est ça. Et donc, moi, je remercie mes camarades de Terre Noire qui Mmh. nous ont aidés, puisque moi, je n'étais pas partie prenante du processus de publication. C'était vraiment un plaisir de vous lire. Un prochain livre, une suite à Pas de thérapie sans âme? Alors, je travaille là sur un autre livre dont j'ai déjà le titre et qui s'appellera, j'espère, Dieu comme obsession. Quoi? Après l'ego, l'âme, Dieu. Ah, j'ai hâte de vous lire. Je vous remercie, Pierre. Grand Avec, merci. avec plaisir. Au revoir.